Bonjour à toutes et tous. Vous avez peut-être déjà voyagé à travers le globe pour visiter les parcs nationaux les plus célèbres, comme Yellowstone ou les Galapagos, mais savez-vous qu'il existe dans la région de Sierre un parc naturel de plus de 270 km²? C'est le parc de Pfinnfinge. Ce parc ne se limite pas à la populaire forêt du même nom, mais s'étend bien au-delà. C'est un monde à lui tout seul que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui en compagnie de son responsable pédagogique, Armin Christen. Salut Armin. Salut Julien. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Et toi? Je te serre pas la main malheureusement aujourd'hui, mais une prochaine fois plus tard, on espère pouvoir le faire. Volontiers, ouais. Tu as la forme? Oui, en bonne forme, ouais, très bien. Il fait beau. Magnifique. Et la lumière est belle. C'est pas pour rien qu'on est dans la région du soleil, hein. C'est vrai que la lumière est magnifique ce matin en plus. Ouais. Donc tu nous accueilles ici à Salkenen, c'est un peu le centre administratif du parc Pfinnfinge, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est un peu la base du parc naturel Pfinnfinge. D'ailleurs, l'appellation de ce lieu, c'est Natur- und Landschaftszentrum, centre nature et paysage, et ça définit assez bien notre travail. On travaille sur la nature et le paysage. Et toi, depuis combien de temps tu travailles pour finalement pour ce parc Pfinnfinge? Je travaille depuis 10 ans. Ici, au début, j'étais guide de randonnée et aujourd'hui, je suis responsable du secteur éducation. D'accord, donc éducation, c'est avec des enfants, avec des jeunes? Oui, après, l'éducation, on pense toujours aux enfants, mais c'est vrai, c'est aussi les adultes. Finalement, si je reprends la définition du parc, il y a une distinction pour un paysage d'exception. Le volet éducation essaye de faire monter à la surface le patrimoine naturel et culturel. Et c'est un peu mon travail, c'est un joli travail de se dire voilà, comment on fait pour rendre visible ce potentiel du paysage. Ça tombe bien parce que j'ai justement quelques questions là-dessus, et notamment pour l'éducation aux adultes, comment ça se passe. Donc peut-être qu'on pourra en parler encore après de ça, parce que c'est un point qui me paraît vraiment important, je trouve. Ouais, très bien. Mais donc par rapport à toi, donc toi ça fait 10 ans que tu travailles au parc, et puis avant, qu'est-ce que tu faisais? Alors, ça fait 10 ans que je travaille pour le parc. Avant, j'étais longtemps très proche du Val d'Anniviers. J'ai commencé comme professeur de ski à Grimmens, et par la suite, j'étais enseignant sur Sierre et sur Sion. Et pendant 7 ans, je dirigeais la formation des accompagnateurs en moyenne montagne à Saint-Jean, le volet germanophone. D'accord. Donc tu as toujours eu cette passion de transmettre quelque chose à d'autres personnes. Oui, finalement, oui, ça fait 30 ans que je transmets. 30 ans aussi que je me pose des questions. Comment transmettre, comment rendre interactif une médiation, comme on appelle aujourd'hui, une médiation culturelle et naturelle. Exactement. Et le parc de Finge, c'est pas que Salkenen, hein, c'est plusieurs communes. Combien il y a de communes exactement? Alors, c'est 12 communes, oui, c'est très important. Le parc est constitué de 12 communes, dont Sierre, Molins et les autres communes germanophones. Et le parc, il est porté par ces communes. Et il est porté ensuite par le canton auprès de la Confédération. Alors on est 12 communes, environ 25 000 personnes qui habitent dans les communes du parc. Et aujourd'hui, tu vas nous emmener dans une de ces communes, en tout cas dans un lieu, c'est lequel? Alors je vais vous amener en dessus de l'Oèche, c'est vraiment dans le cœur du parc, et on va voir tout autour les paysages d'exception dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors avec plaisir, je me réjouis. On peut se déplacer maintenant d'ailleurs. On y va. On se trouve à là-haut exactement? Alors, ici on est juste en dessus c'est le Brentiong en fait ici. On est au Brentiong, au pied du Brentiong, et on va descendre juste un petit bout pour avoir un aperçu de ces paysages d'exception du parc. Déjà là, on a un bel aperçu. Hein. On a l'aperçu de Sierre, les 16 collines de Sierre, tout à fait.
On voit même jusqu'à Sion avec À Sion, les deux ouais. châteaux, c'est magnifique. Ouais. Ouais, Ah bah, on peut super. descendre alors. Ouais. On y va. On y va. Je trouve que c'est un lieu où on peut aborder un peu tout. Et voilà, encore une fois, c'est plus un point de vue, je trouve, ici. Je viens pas avec des groupes ici. Après, avec les groupes, on est plus sur des lieux précis. D'accord. Par contre, c'est un chemin que je souhaite promouvoir. Ouais, il est superbe, c'est magnifique. Et ce lien entre les communes du parc aussi que je souhaite promouvoir. Est-ce que tu parlais d'un nouveau chemin que vous avez valorisé depuis Yeizinen jusqu'à Sierre? Voilà, c'est ça. Il passe aussi par là? Il passe par là, ouais. D'accord. Et c'est quoi le principe de ce chemin? À l'origine, c'était un peu... À l'origine, c'était des contenus de géologie qu'on avait envie de transmettre ou de mettre en lumière plutôt. Et après, on a fait un Natura Trail où on a abordé un peu le paysage de manière plus globale. Et maintenant, on se dit simplement c'est un chemin qui devra symboliser ce que c'est un parc. Voilà. Mhm. Et du point de vue géologique, donc tu disais qu'il y a des spécificités Ouais, sur tout le chemin. Oui. On a... Bon, ici, bien sûr, on est dans les grands phénomènes qui ont donné naissance au parc naturel Finfinge. Hein. Les grands phénomènes, c'est le Rhône sauvage, l'Ilgraben et l'éboulement préhistorique de Salgesch. Donc ce qu'on voit vraiment en face de nous là. Voilà. Ouais. C'est ici l'Ilgraben. Ici toute la partie, bien sûr, qu'on connaît, le bois de Finge et le site protégé du bois de Finge avec le Rhône sauvage, le Rottensand, là, les steppes arides, et ensuite toute la partie de la Pinède et les 16 collines qu'on aperçoit au fond là. Et ensuite, sur la droite, on a l'éboulement préhistorique de Salgesch. On ne le voit pas très bien, mais on voit juste la niche d'arrachement. Tu imagines, tout en haut là. Ouais. Tu vois la bande rocheuse? Oui. Et ça, c'est l'épaisseur de la masse qui est descendue et qui a formé les 16 collines de Finge. D'ailleurs, les collines jusqu'en bas, jusqu'à Grange. Donc là, c'est en quelle année l'éboulement? C'était c'est en 9-10 000 ans en arrière. Mhm. À la fin du retrait des glaciers, en fait, on voit très bien que le glacier, il passait ici dans la vallée, en Valais, et il creusait un peu les plaques et il déstabilisait les plaques qui allaient tout en haut. Et tu imagines au retrait du glacier, tous ces plaques qui sont lâchées et qui sont descendues. Ah ouais. En fait, on a vraiment sur presque 360 degrés finalement des effets géologiques, quoi. Des effets géologiques. Et maintenant, on peut encore aller là. On arrive, ça c'est la Gemmi. Hein. Ouais, oui. Ça prêche des parois de la Gemmi avec l'eau thermale qu'on connaît de Loèche-les-Bains. Ici, on va encore un peu plus loin. On a ici en haut l'incendie de forêt de 2003. Mhm. On voit les traces. Hein, on voit encore les troncs qui sont par terre. Oui. Et c'est chaque fois, en fait, c'est des paysages d'exception. C'est le plus grand incendie de Suisse des dernières 60-70 années. Alors et tout ça est réuni sur quelques kilomètres ici. Et par rapport à cet incendie, pour vous l'avez vécu comment? C'était juste, toi tu n'y étais pas encore, oui, non, tu n'étais pas encore au parc de Finge. Non, moi j'habitais encore vers Corin. Ouais. 2003, c'était c'était pas évident. Hein. Ouais, moi j'étais tout jeune, mais j'ai quand même des souvenirs qui m'ont vraiment marqué, où c'était immense comme incendie. Et, Ouais. Et je me dis pour vous, même pour toute la région qui est attachée à ce parc en plus, et à cette forêt, c'est... Ouais, après pour nous, c'était un peu...
c'est quand même c'est un moteur de biodiversité quand même. Hein. Je veux dire, ça a amené quand même beaucoup de projets de recherche aussi dans la région. Après, je dis, c'est clair, quand même une destruction de forêt, c'est quand même toujours un écosystème aussi qui est détruit. Hein. Ouais. Mais ceci, ça amène d'autres choses et ça amène de la vie. Hein, je veux dire, il y a des espèces qui sont revenues dans la forêt, enfin dans ce secteur qui avait disparu. Hein, il y a des oiseaux qui reviennent, il y a toute une recolonialisation d'un espace qui est passionnant. Ouais. Passionnant. Totalement. Et tu parlais de l'autre côté de l'île Graben. L'île Graben, c'est formé comment? Enfin, alors, l'île Graben, il y a une jolie phrase qui dit que la montagne, elle a aussi, de loin, elle a l'air solide, et quand on regarde de près, elle a ses fragilités. Et on voit très bien, si un endroit en vallée, on voit que la montagne est fragile, c'est ici qu'on le voit. Hein, elle est érodée, elle est creusée, et on voit très bien. C'est une énorme surface, un cirque d'érosion qu'on doit encore s'imaginer derrière cette arête. Et finalement, c'est sur une faille, ça se situe sur une faille sismique qui fait que la roche là-bas, elle est beaucoup plus friable. Et après, la situation s'est exposée nord, il y a des écarts de température énormes et à la base déjà il y a du mauvais matériel, enfin du matériel moins solide, et ça fait après avec le chaud-froid, cette roche elle est broyée, elle est en morceaux, et à chaque pluie ça redescend et on voit la rivière en bas, enfin le Ilbach comme il amène tout ce matériel vers le Rhône. On parle chaque année de 200 000 mètres cubes de matériel qui descend. J'ai le souvenir, c'était quoi l'été passé, quand il y a eu les orages notamment, et c'est vrai qu'il y a des images, il y a eu des vidéos qui ont été faites où on voit l'Ilbach qui est complètement déchaîné, et tout ce matériel qui est amené. C'est justement ce matériel un peu fragile que tu dis qui est... Après, c'est plusieurs, c'est un mélange de matériel, un mélange de boue, mais on voit très bien la couleur un peu ocre. Et cette couleur un peu ocre, elle vient de la corgnole qu'on retrouve après de nouveau. Dans les parois de l'île Graben, il y a des bandes d'ocre. Et c'est un matériel un peu argileux qui donne après cette soupe qui permet justement la formation de ces laves torrentielles. Okay. Bien que le phénomène, on ne le connaît pas tout à fait. On fait toujours de la recherche, on ne sait pas comment cela se réalise. Enfin, on les voit descendre, on les documente, on les pèse, on note la vitesse. Par contre, on ne sait pas réellement comment ça se produit. On a quelques idées. Voilà. Et vous, avec l'équipe du parc, vous ne faites pas du tout de recherche? Non, non, on ne fait pas. Non. Nous, on est vous les vulgarisez, en fait. On est en lien avec les scientifiques qui font la recherche. Là, en l'occurrence, c'est le VSL qui a plusieurs postes ici dans la région, plusieurs projets. Parce que si on parle ici de l'île Graben, on parle du VSL, juste un peu plus loin, on fait beaucoup de recherches aussi sur le climat. Beaucoup de recherches sur le changement climatique. Et pour nous, pour un parc, c'est quand même intéressant parce que l'outil du parc, c'est aussi on travaille avec les effets du changement climatique. Donc c'est vraiment les effets qui vous intéressent, c'est ça par rapport au changement climatique? C'est-à-dire les adaptations et aussi bien sûr, déjà à la base, un parc, c'est un outil de promotion ou un outil, c'est un outil de tourisme peut-être aussi. Hein, on a des rôles aussi touristiques qui cherchent plutôt une durabilité. Voilà. Je pense que c'est aussi la vision qu'a l'Office du tourisme de Sierre, ou en tout cas vraiment de faire un tourisme qui est durable
Est-ce que toi, tu as l'impression justement, comme vous faites de la sensibilisation, est-ce que votre public a évolué? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont intéressées à être sensibilisées, ou bien est-ce que vous voyez quand même qu'il y a une évolution, qu'il y a une sorte de prise de conscience des gens par rapport à ça? Bon, on constate quand même au- un intérêt croissant, premièrement, pour tout ce qui est proche. Je veux dire, tous nos cours qui touchent le jardinage, la taille des arbres, on a beaucoup d'inscriptions pour ces cours où on parle d'une nature proche des gens. Et J'ai vu que vous faites des ateliers de permaculture, par exemple. permaculture, il y a le jardinage, après voilà, compostage, mais plusieurs modèles de compostage. Et ça attire beaucoup de monde. Ensuite, on a fait aussi tous les petits déjeuners ornithologiques ou les apéros ornithologiques où les gens ils viennent pour 2 heures pour voir une espèce, où on a eu régulièrement complet. Parce que les gens ils découvrent vraiment la richesse ornithologique qui est juste phénoménale. On est ici, on est dans le carré de Suisse avec le plus de variétés ornithologiques. Après, quand on regarde dans le 360 degrés, on voit la diversité des couleurs, la diversité des milieux, c'est logique, c'est juste logique. C'est sûr. Et là, il y a aussi, tu as vu une évolution, des effets du changement climatique sur les espèces ornithologiques. Bon, c'est quand même un peu... je pense pas qu'il y a... C'est pas assez rapide. Hein, je pense qu'il faut regarder changement climatique. Il faut regarder en plus long terme. Tout à fait. Je pense pas qu'on peut déduire là. Par contre, on a quand même... c'est plutôt des mesures qui fonctionnent. Par exemple, on a juste ici un peu sur la gauche, dans le Leukerfeld, une des mesures de compensation de l'A9 qui va traverser ce secteur. Ils ont fait des mesures de compensation pour le martin pêcheur. C'est pas le martin pêcheur qui est venu, mais c'est le guêpier. Et le guêpier, enfin si tu as l'occasion, tu vas ces jours-ci, tu prends le vélo, tu vas de Loesch jusqu'au Leukerfeld, un peu plus loin que le golfe. Il y a un poste d'observation et tu peux voir le guêpier qui est en train qui est en train de faire ses nids, ou plutôt ses abris. Ses abris. Et c'est spectaculaire parce qu'il est beau. Il est beau, il est coloré. On se croirait quelque part dans les Caraïbes. On n'est pas loin de ça. Là. Non, mais comme tu dis, la diversité de paysages crée aussi toute cette biodiversité. Ouais. Et donc le martin pêcheur finalement n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais c'est le guêpier et c'est devenu, je pense, un des spots les plus importants de Suisse. En tout cas, il y a des centaines d'ornithologues qui viennent spécialement pour voir ça. Donc il y a des spécialistes, puis tu as aussi des gens lambda qui viennent aussi pour des fois ces espèces-là. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un peu de tout. Notre but, c'est bien sûr, les spécialistes, ils viennent par eux-mêmes, mais je crois, nous, c'est aussi ouvrir un peu, rendre attentif. Le fait aussi, je veux dire, il figurait déjà sur notre carte panoramique, où le but était aussi thématiser quels sont les thèmes qui portent dans la région et qui sont intéressants à connaître déjà les gens d'ici, hein, mais aussi les faire connaître à nos visiteurs ou les partager avec nos visiteurs. Parce qu'il y a de quoi partager. Le parc en lui-même, c'est je ne sais pas combien de kilomètres carrés. Oui, c'est passé 270 kilomètres carrés et c'est clair, on peut facilement passer ici une semaine sans se répéter. Je commencerai par la vallée de Tourtemagne, ensuite le site ici de la plaine entre Loesch et Rarogne, Sierre, le site du
du bois de Finge, Oui. le site du protégé, et ensuite toute la partie des alpages cachés Mhm. du côté de Loèche-les-Bains, Loèche-les-Bains lui-même, Salguèche, Varennes, voilà. C'est sûr. Et souvent, quand on parle du bois de Finge, on a tendance à parler du bois ou du parc de Finge, on a tendance à Oui. penser au bois. C'est quelque chose aussi que tu remarques, si vous êtes connu en Suisse allemande, les gens qui viennent chez vous, c'est plutôt pour le bois, c'est pour la totalité. Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Ouais, je pense qu'on est encore, on nous attache beaucoup au bois de Finge. Hein, c'est clair, c'est encore difficile mais ça commence déjà ici aussi. On a encore parfois de la difficulté d'expliquer que la commune de Loèche ou Loèche-les-Bains fait partie du parc. Même quelque part Crans-Montana avec la commune de Molins fait partie du parc. Et c'est pas, on est jeune, on a le temps, mais on continue à le répéter. Je crois le mieux c'est d'avoir des images. Voilà, Vous l'avez très bien fait, j'avais vu je crois que c'était sur le site web, vous avez dit que on est bien plus qu'une forêt ou bien plus qu'un. Oui. Et en fait c'est aussi des gens. Et finalement ce qui me plaît aussi c'est qu'on passe d'une culture à une autre. Il y a la culture linguistique, mais il y a aussi d'autres attachements, chaque village a ses particularités. Et c'est ça qui fait le parc aussi, c'est les gens qui y habitent en fait. Ouais, c'est juste. C'est juste je crois que c'est très important. C'est un outil de promotion pour une région périphérique. Et je crois là-dedans que c'est un bon outil pour la région ici, je trouve. Parce que c'est vrai, ça crée une identité, ça nous rend visibles. Mais après, bien sûr, c'est important que la population, elle porte. D'ailleurs, c'est que par votation qu'un parc peut naître. C'est votation commune par commune et une volonté locale qui dit nous, on veut être parc. Et ça, c'est un outil très, très démocratique. Une volonté locale, puis une volonté finalement, tu as dit, c'est 12 communes ensemble. Donc ça veut quand même dire que tout le monde est derrière ce projet. Ça crée aussi une unité. On dit souvent, c'est vrai qu'on a des fois des barrières linguistiques, c'est clair, entre l'allemand et le français, mais finalement ce parc il est aussi un lien entre tout ça et il y a quand même 12 communes derrière qui ont toutes la même vision par rapport au développement du parc régional Puy-de-Finge. Oui, développement aussi de leur paysage, parce qu'après c'est beaucoup plus large. Bien sûr on a un volet, c'est plus touristique, mais on a quand même, il ne faut pas perdre de vue, on essaye de améliorer, le maintenir et de renforcer les valeurs paysagères dans cette région. Et on a de quoi à faire. On a un paysage qui est très très en bon état. On peut vraiment être fier de l'état de nos paysages ici. Et on voit aussi maintenant cette biodiversité qu'on a ici. Il ne faut pas se reposer, il faut continuer la renforcer, parce que cette dernière crise maintenant de Covid nous a bien montré plusieurs études l'ont montré, le fait d'avoir une biodiversité rend une nature beaucoup plus solide et rend aussi le développement de ce genre de virus moins probable. Tout à fait, ouais, complètement. Et on parlait justement avant des gens, mais le parc c'est aussi des produits qu'on peut toucher. Vous avez aussi ça fait un label. Voilà, oui, bien sûr. J'ai pris avec, Julien. Ah, t'as pris un. Hop. Un jus de raisin. Alors, là je suis particulièrement fier. C'est vrai, les produits du parc, ils portent... C'est un label suisse, produit des parcs suisses. Ici, j'ai un jus de raisin. On aurait pu prendre du vin, bien sûr, du pain, des Traubenkernsteckli, ces fameux bâtons de pépins de raisin. Il y a, bien sûr, ici beaucoup de produits du vin, mais c'est un produit qui est intéressant parce que bien sûr, vous avez un produit
avec... je vais te faire goûter un tout petit peu. Avec plaisir alors. Hop, Tout qu'il fait. Il fait bon aujourd'hui il donc. fait bon. Ça se déguste comme un vin. Et il est produit par. Il est produit par Franz Josef Mathieu, Felicitas Mathieu. C'est un produit qui, je trouve, il est fort en goût et on peut presque faire de la dégustation. Complètement. Ah, c'est une Hein? merveille. C'est vrai que On imagine le raisin mûr qui a fini dans ta Complètement. bouteille. Et ce qui est complètement. intéressant, ces produits, ils s'ancrent dans le paysage. Tu ne peux pas. Ce produit, il est lié au village de Salgesh. Mhm. Ça veut dire qu'il est produit à Salgesh. Il crée de la valeur ajoutée à Salgesh. Et tout le paysage, la manière qu'on travaille le vignoble de cette vigne, eh ben, elle a une influence sur le produit final. Complètement. Mais là, on a un ancrage du produit dans le paysage. Et donc, qui doivent respecter des critères que vous avez mis en place avec le label. Voilà, alors c'est un label fédéral, Mhm. hein, c'est qui détermine quelques critères qui ne sont pas... Après, je crois que ça s'appuie beaucoup sur des critères déjà existants. Avec Vitival, je crois, ils n'ont pas innové au niveau des critères, mais ça garantit surtout la provenance des produits. Et D'accord. c'est ça qui crée la valeur ajoutée aussi locale. Ça veut dire que ça doit être produit sur le village, sur le territoire du parc Mhm. et élaboré également. Donc, ça représente combien de produits au total qui sont labellisés si tu as en Alors tête, à nous, peu on près doit être à une centaine, je pense. Waouh. C'est une centaine, mais c'est clair, il y a des parcs, certains parcs suisses, ils font que ça. Mhm. Ils font presque que développer des produits. Produits. Ouais. En tout cas, c'est magnifique de pouvoir déguster un tel produit avec la vue qu'on a là. C'est quand même C'est bien, exceptionnel. C'est hein. exceptionnel. Là, on est chanceux. Ouais. Bah, Hermine, un tout grand merci en tout cas pour ces échanges, pour nous avoir présenté encore un peu plus le parc. C'est vrai que je vais tester ce chemin de Jeisinen jusqu'à Sierre. On va le faire. Je vais en profiter, ouais, je vais le faire avec peut-être avec ma famille. Combien de temps à peu près pour ce chemin où tu Je calcules le ferai en 2 fois. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, tu peux le faire en transport public. D'ailleurs, c'est difficile en voiture. Bah, c'était ma question, parce que si je vais à Jeisinen en voiture, comment tu le fais? Tu prends le train jusqu'à Leuk, Mhm. ensuite tu prends le bus et tu montes en téléphérique à Jeisinen. Et ensuite tu fais tout en légère descente jusqu'ici. D'ailleurs, tu vas passer ici. Mhm. Tu descendras dans la ville médiévale de Leuk-Stadt, Ouais. Leuk-Ville, hein, il faut absolument après s'arrêter vers l'église. Hein. Mhm. Et ensuite, tu traverseras en première étape et deuxième étape, tu feras peut-être Leuk-Ville jusqu'à Sierre, si c'est avec les enfants. Ouais, avec un petit garçon qui a Ouais. 1 année et demie. Alors en effet, peut-être que moi je le prends sur le dos, mais Oui. on le fera sûrement en 2 fois. Ouais. Enfin, ça sera tranquille pour toi parce que C'est en descente. c'est en descente. Ouais. C'est important. Non, alors avec grand plaisir. Un Ouais. grand merci Armin. J'ai peut-être juste une dernière. Ouais. Le titre que j'ai donné, c'est un paysage vaste comme le monde. Et on s'est inspiré de Rilke, qui a beaucoup écrit à Sierre aussi. Et je trouvais ça collait bien, Julien. Quand on est ici, je veux dire, je connais aucun endroit en Valais où on a autant le sentiment Mhm. d'être dans un paysage ouvert. Tout à fait. Et Rilke, qui a beaucoup écrit sur cette région, il parlait un paysage vaste comme le monde. Si ça se trouve, il était peut-être à l'endroit où on est aujourd'hui quand il C'est a possible. écrit ça. Parce que c'est vrai que la vue sur toute la plaine du Rhône et puis d'une verdure Ouais. magnifique. En Ouais. plus, en ce mois de mai, on est gâtés. Donc, ouais. Bon, on va finir là-dessus, Armin, parce que cette phrase, elle est magnifique. On va la garder d'ailleurs comme titre de podcast. Je pense, Merci parce qu'elle est beaucoup. superbe. Ouais. Je te souhaite en tout cas tout le meilleur pour la suite. Et puis, porte-toi bien. À toi Merci aussi. pour cette découverte. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt.
Merci à Armin de nous avoir emmenés dans cet endroit exceptionnel. Il y a encore tellement à découvrir. Vous voulez en savoir plus sur les activités du parc? Alors faites un tour sur www.film-finge.ch. Une région qui rayonne revient tout bientôt avec un nouvel épisode. Alors restez connectés et portez-vous bien.